Donc avec la deuxième partie ou la troisième partie plutôt de cet après-midi. Nous allons parler de validation des acquis d'apprentissage lors d'une mobilité. Nous allons commencer avec une vidéo d'un acteur sur le terrain. Je suis Pierre Touillon, je travaille pour le CCCA BTP, un organisme national chargé de coordonner la politique de formation professionnelle initiale par l'apprentissage au métier. Au sein du CCCA BTP, je travaille dans une section dédiée à la mobilité européenne et je suis en charge d'accompagner les centres de formation dans la mise en place d'actions de mobilité. Je suis plus particulièrement spécialisée dans la reconnaissance des résultats d'apprentissage obtenus pendant et après les périodes de mobilité. Quelle est votre définition de l'ECVET ? Le CVET est un système qui permet de valider les acquis d'apprentissage des apprentis pendant une période de mobilité. Évidemment, nous sommes conscients que l'acronyme ECVET va disparaître, mais ces principes resteront valables. Pourquoi avez-vous décidé de mettre en place ECVET ? Tout d'abord, c'était pour donner plus d'importance à un de nos diplômes, appelé brevet professionnel. Nous avons travaillé avec des experts ECVT de l'agence Erasmus France et ils nous ont donné des éléments clés de compréhension, dont le plus important est la signification de la lettre C de l'acronyme ECVET. C'est la lettre clé. Elle signifie crédit, c'est-à-dire le fait de croire en son partenaire. Comment avez-vous mis en place cet outil à l'échelle nationale ? Pour le mettre en place de manière pratique dans les centres de formation, après des échanges réguliers avec des experts, nous devions mettre en place une démarche à la fois pragmatique et réaliste. Ainsi, nous avons décidé de constituer un groupe de travail dédié à la création d'une boîte à outils, avec des procédures et des grilles d'évaluation, etc. Dans les centres de formation, il existe du personnel en charge des projets de mobilité. Nous avons travaillé avec eux pour mettre en place la première version du système ECVET. Est-ce que ECVET pourrait s'appliquer à des mobilités longues ? Je ne sais pas si ce serait le système le plus adapté pour valider les acquis d'apprentissage lors d'une mobilité longue, mais c'est un bon système. Il est flexible, on peut l'adapter à toute situation évaluative. Le système est donc un bon moyen de valider les acquis d'apprentissage lors de longues mobilités. Pourquoi avoir choisi de travailler avec EuroApp Mobility ? Nous sommes ravis de travailler avec EuroApp Mobility afin de mettre en place le prochain système qui fera suite à ECVET, si c'est possible. C'est très simple. Si vous échouez, ne vous en faites pas. Vous ne serez pas puni. Donc vous allez faire comme moi. Vous levez la main gauche, puis vous la remettez. Ensuite la main droite, et puis vous la remettez en place. Et encore, gauche, droite, et en bas. On fait un signe de croix, à gauche, à droite, en haut, en bas, en haut, sur la poitrine, et les deux sur la poitrine. Et les deux en l'air, les deux en bas, sur la poitrine, une et l'autre, et en bas. Maintenant, tournez-vous vers votre voisin. Ne le touchez pas à cause du Covid. Et même exercice, essayez de décider ce que vous allez faire. Si vous levez les mains ou vous les mettez sur la poitrine.
D'abord, on lève la main. Gauche. up, left, Ensuite, droite. Ensuite, gauche. up, Ensuite, left, droite. up, right, Gauche. Et sur la poitrine. cross, up, Les deux. left, up, right, En haut à gauche, right, cross. à droite, à gauche, sur la poitrine. Et voilà. That's not finished. Dernière chose, ce n'est pas encore terminé, ce n'est pas terminé. Most difficult one now. Maintenant, l'exercice le plus difficile. You were absolutely Vous avez fait un excellent travail, bravo. And it's not always easy for intellectuals Vous to êtes do that kind of thing. fantastique et ce n'est pas toujours facile pour les intellectuels. Now, with left or right hand, we turn Donc maintenant, our bellies. on va, Okay? avec sa main droite, faire un cercle sur son ventre. Okay? So train first because it's going to be difficult now. Ça va être difficile, donc préparez-vous. Important. Okay? And now, with your other hand, Avec votre autre main maintenant, vous allez faire un cercle de l'autre côté de haut en bas. Essayez de faire les deux en même temps. yes, perfect. Not Voilà, parfait. so. Since we will meet another day, practice because we will do. Donc, this again. nous nous reverrons. Donc, s'il vous plaît, entraînez-vous. Merci beaucoup d'avoir participé. So after this moment, which was Après cet exercice, qui était fantastique et utile, I think so, we can je le pense, start again to nous allons exchange about commencer à parler d'un sujet important, recognition of learning celui de la validation des acquis d'apprentissage, big issue qui est un problème majeur pour nous tous. First of all, I would like to ask Tout d'abord, I may, si je peux me le permettre, je voudrais vous poser quelques questions. do you think if we use Slido, Nous allons what essayer will d'utiliser the Slido. first words that come Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit when we talk about quand on parle de validation des acquis d'apprentissage? which are the first words? Quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? As we said before, Nous allons faire comme tout à l'heure. Vous allez me dire which are the first les mots qui vous viennent à l'esprit when we think about quand vous pensez à la validation recognition of des learning. acquis d'apprentissage. Which is the word? Credit points? Des points de crédit? Okay. Okay, great. So we will first start with a little D'accord, presentation. très bien. Yes? Commençons avec une présentation. Paola, you should try to see if we can get this system to function, and then on the basis Peut-être of qu'on what peut we voir say, si on peut faire fonctionner what le is système, most important for you, and then I will voir follow the questions ce qui est le plus important pour vous, et puis ensuite on transmettra les questions à nos chers intervenants. Dita, can you explain to us who you are Dites-nous and d'abord qui vous êtes, en- the subject? quelle est votre spécialité vis-à-vis du sujet qui nous intéresse. Donc, en ce qui me concerne, j'ai travaillé dans 4 différents endroits. J'ai été directrice nationale d'éducation dans une agence. Je suis également la directrice de l'agence nationale Erasmus+, dans mon pays. Je vais vous parler d'Erasmus plusieurs fois dans ma présentation. Pour la plupart des pays qui font partie d'Erasmus, Erasmus est l'un des seuls outils d'internationalisation et de mobilité. C'est grâce à la Commission européenne et c'est un outil extrêmement puissant pour nous. Je suis également présidente de What Skills Europe. C'est ironique parce que cette organisation mesure 2 fois par an, organise des événements en Autriche avec 31 pays membres européens avec de jeunes professionnels. Je fais également partie du conseil d'administration et je vois comment différents
pays européens sont en concurrence avec leurs centres de formation professionnelle. Mais pour certains de ces pays, les standards internationaux sont importants. Nous avons donc des systèmes au sein de notre organisation. Je suis également manager de Skills Latvia, qui est une organisation européenne. Vis-à-vis de Ecovit et l'ECVET, c'est un instrument qui avait pour objectif de faire accumuler des crédits, un système européen de crédit d'apprentissage pour l'EFP. Mais ce système a été abrogé par la nouvelle recommandation et va être remplacé pour la reconnaissance des acquis d'apprentissage. Plusieurs pays européens travaillaient sur cette méthode ECVET pour créer des instruments de mesure de ces crédits, de ces acquis d'apprentissage lorsque nos jeunes vont à l'étranger. Lorsqu'ils vont en mobilité pour se former, il nous fallait mesurer ces expériences. Et donc, il fallait reproduire le système de l'enseignement supérieur dans lequel fonctionnent très bien les systèmes de crédit. Pourquoi? Car du temps passé dans l'enseignement supérieur vous fournit des crédits. Mais dans la formation professionnelle, le temps n'est pas une unité de mesure. Donc, tout dépend des compétences qu'il a acquises, des connaissances qu'il a acquises. Donc, maintenant, nous avons les nouveaux principes de reconnaissance d'acquis d'expérience. Et après les 7 ans du système ECVET, nous avons appris beaucoup parce que cela a fixé toutes les bases de la méthodologie de tous ces instruments que nous pouvons utiliser pour le moment. Et actuellement, il y a 3 normes d'objectifs, si je puis dire, pour la mesure des acquis d'expérience et la mobilité des jeunes apprentis, à savoir, il y a des choses à mettre en œuvre avant, pendant et pendant la mobilité. Et qu'il s'agisse de mobilité courte ou longue, il faut définir les acquis d'apprentissage et convenir de l'évaluation, la validation et la reconnaissance et des procédures connexes. Comme nous l'avons dit auparavant, il faut que les institutions soient d'accord sur cette définition des acquis d'apprentissage et cela doit avoir lieu avant même la mobilité. Que se passe-t-il pendant la mobilité? Une fois que tout a été convenu avant la mobilité avec le pays partenaire, il faut penser à la mobilité en elle-même et à ce qu'il faut faire pendant. Nous avons des bases méthodologiques pour y parvenir. Par exemple, des documents qui nous parlent du caractère qualitatif de la mobilité et qui nous dit également que la mobilité longue est essentielle et plus difficile à mettre en œuvre que la mobilité courte. Vous avez encore peu de temps. Enfin, les programmes Erasmus
qu'il y a des obstacles financiers et tout ce matériel est disponible en ligne. Donc je pense que nous pouvons vraiment promouvoir la mobilité longue ensemble car nous avons les outils pour y parvenir. Merci. Merci beaucoup. Je crois que nous reviendrons aux acquis d'apprentissage car c'est au cœur de nos échanges. Andreas, vous avez la parole. Nous avons décidé entre nous de discuter de faire des présentations pendant 3 minutes. C'est pour ça que je l'ai reprise à l'ordre. Je vais m'en tenir à 3 minutes. Peut-être que vous allez montrer la diapositive que j'ai préparée. Sinon, je vais passer au vif du sujet. Je m'appelle Andreas Gabriel. Je travaille pour l'ANFA, à savoir l'association française du secteur de l'automobile. Notre personnel représente 420 000 personnes et nous avons 65 000 apprenants actuellement avec nous. Notre association, la NFA, est gérée par des partenaires sociaux et ces partenaires sociaux nous ont donné 2 missions, la conception des qualifications et la coopération avec un réseau de prestataires de formation. Ces 2 missions sont cruciales dans la validation de la mobilité et des acquis d'apprentissage. Nous avons travaillé avec le secteur de la réparation des camions. Nous avons également travaillé sur des projets de mobilité avec les apprentis qui obtiennent des diplômes de la NFA. Nous travaillons avec des CFA, des entreprises, la Chambre des arts et métiers régionales et durant la préparation de ces projets, nous nous concentrons sur les compétences professionnelles. Et comme vous l'imaginez, il y a beaucoup de similarités entre la réparation automobile en France, en Allemagne et à travers l'Europe. Nous avons organisé des réunions avec toutes les parties prenantes pertinentes, à savoir les CFA, les enseignants techniques, les référents mobilité dont nous avons parlé aujourd'hui, la gestion des CFA, les qualifications et certifications en elles-mêmes. Durant ces réunions, nous avons pu forger et créer des accords de partenariat pour définir les acquis d'apprentissage durant la mobilité. Il est important de valider les acquis d'apprentissage en les évaluant. Il y a eu des facteurs clés dans ces projets de mobilité. Premièrement, l'engagement des différents acteurs, les formateurs, les apprenants, les entreprises qui étaient très investis. Cela nous a permis ensuite de mettre en œuvre ces projets rapidement. Et ce qui a été également utile, ce sont les similitudes entre ces secteurs. Mais également la flexibilité des centres de certification et nous étions prêts à voir notre certification déléguée à l'étranger. Et nous voulions que les acquis d'apprentissage soient validés à l'étranger, en France. Donc il faut vraiment l'engagement de toutes les parties prenantes. Merci. Merci, Andreas. 3 minutes 20, c'est pas mal. Oui, c'est un peu sur le modèle des pitchs, mais c'est comme ça. Et enfin, Alexandre, merci beaucoup. Charme EU. Je m'appelle Alexandre Vernet, je suis le président de l'Université de Montpellier
Et comme vous le savez, je suis un expert en gouvernance, mais pas en anglais. Je crois que ce sera un obstacle pour la mobilité. Nous avons effectivement quelques problèmes dans nos universités pour trouver des apprentis compétents de façon linguistiquement parlant. Nous avons des compétences en ressources humaines, en finance, mais il est difficile d'avoir toutes ces compétences combinées et confondues. Autre point important, vous le verrez à l'écran derrière moi, un petit résumé. Il ne s'agit pas de 5 diplômes européens, mais d'un seul, un et unique. Un diplôme européen reconnu par les agences nationales de chaque pays, par les 5 ministères impliqués. Donc, bienvenue au Master Charme EU. Bien évidemment, pour obtenir cette certification, nous avons rencontré des problèmes réglementaires au niveau européen. Chaque pays a sa vision personnelle du processus de Bologne. Donc, ce qui pour nous est quelque chose de très cartésien, licence, master, doctorat, 3 ans pour une licence, et 180 crédits ECTS, 2 ans pour le master, 120 crédits ECTS et 3 ou 4 ans pour le doctorat. Cela se traduit dans d'autres pays européens par un bachelor en 3 ou 4 ans, 210 ou 240 crédits ECTS et un master en 1 an, ou peut-être 1 an et demi, qui représente environ 60 ou 90 crédits ECTS. Donc il est très difficile pour nous de comprendre ces différents systèmes. Et donc, il est difficile d'accepter des étudiants avec des profils si différents. Au niveau français, la réglementation nous empêchait de créer un master de moins de 120 crédits ECTS. Et la même chose pour la licence, avec ses 180 crédits ECTS. Un master permet d'avoir accès ensuite à un doctorat. En Irlande et en Espagne, par contre, le master peut être obtenu grâce à 270 crédits ECTS, 170 plutôt, mais celui-ci ne donne pas forcément accès à un doctorat. Donc vous voyez des modèles très différents d'un pays à l'autre. En France, cela ne coûte pas cher d'étudier. Cela se compte en centaines d'euros. En Irlande, ce sont des milliers d'euros, entre 10 000 et 18 000 euros. Donc, il est difficile pour les étudiants de comprendre ces différences, surtout ces différences financières entre l'Irlande et Montpellier, par exemple. Donc, ces différents arguments financiers créent une confusion. Comment créer un master avec 243 € par an seulement par étudiant, contrairement à l'Irlande qui obtient bien plus? Les étudiants en échange n'ont pas besoin de payer les frais dans le pays dans lequel ils vont.
Mais ils obtiendront une certification des 5 universités dont, comme je le disais, il va falloir aller plus vite. Nous avons rencontré certains problèmes techniques. En France, nous devons imprimer les diplômes sur des papiers, mais au sein de l'Institut d'impression nationale. Cela est réglementé. Nous n'avons pas le choix, donc il est compréhensible. Cela est compréhensible car cela évite les falsifications, mais comment faire en sorte d'avoir un diplôme commun à ces 5 universités? Donc des problèmes techniques et des problèmes techniques également liés au logiciel, car difficile d'avoir 5 signatures sur le même diplôme. Grâce à l'aide des universités européennes, Charme-EU, des ministères, des agences de certification, nous avons réussi à créer ce master en 15 mois seulement. Cette alliance a commencé en juin 2019 et le 1er septembre cette année, nous avons ouvert le premier master Charme-EU. Environ 80 étudiants y prennent part. Merci beaucoup. Nous travaillons à plein régime. En tout cas, les enseignants universitaires. Passons maintenant à Andreas. Vous avez tout soulevé un argument très important, le système européen de certification, de transfert et d'accumulation des crédits. Donc, dans votre secteur, Andreas, comment gérez-vous cette problématique? Et pouvez-vous nous dire ce qui est au niveau des universités, ce qui n'est pas au niveau des universités, ce dont parlait Alexandre? Et je crois que cela est vraiment au cœur de nos discussions cet après-midi. Pour résumer, je crois que nous sommes concentrés sur les acquis d'apprentissage, pas tant sur les crédits. Nous nous concentrons sur les compétences et cela nous a permis de régler certains problèmes de transparence, par exemple, pour nous comprendre entre partenaires. Comme je l'ai dit, la réparation de camions en France ou en Allemagne est très similaire et donc les systèmes également. Donc si on se concentre là-dessus et pas sur le système de points de crédit, mais plutôt sur les compétences, eh bien, il sera plus simple de mettre ces projets en application. De plus, cela tisse des liens de confiance entre les partenaires, les entreprises et les différentes institutions. Lorsqu'on parle des mêmes compétences, il est plus simple de se comprendre. Je crois que la plus grande valeur et le cœur de cette validation des acquis d'apprentissage est d'avoir un point de départ commun entre les différents pays. Je me souviens d'un système de qualification EFP qui a été proposé, qui a échoué. Et un système de crédit de points n'avait pas également fonctionné. Et donc, après des années dans mon agence, ce que je peux vous dire, c'est que l'évolution de la validation des acquis d'apprentissage peut être réglée par les entreprises, les partenariats institutionnels, les partenariats avec le monde académique. Car vous pouvez tomber d'accord à 5 ou à 6, 5 ou 6 pays. Cela peut se faire entre 5-6 pays. Regardons par exemple les États-Unis. 5-6-7 pays sont d'accord sur un master ou un doctorat
et dit que le diplôme en question sera reconnu dans ces 6-7 pays. Nous devons en faire de même à un niveau plus large. L'UE a introduit les outils, les mécanismes, mais il nous faut les mettre en place au niveau individuel. Je crois que la mobilité longue des apprentis en Europe, ou les apprenants plutôt, parce que tout le monde n'est pas un apprenti, donc pour les apprenants et leur mobilité longue, il faut travailler avec des projets pilotes à petite échelle, travailler avec un groupe de pays. Et c'est ainsi que le déplacement des compétences aura lieu. Il ne s'agissait pas d'une structure globale, ni d'une structure européenne. Il s'agissait d'une association de membres. Oui, c'est le mot-clé, pas à pas. Je crois que Jean-Yves a un nouvel emploi, parce que si je me rappelle bien, l'université européenne était une idée du président Macron. Ils vont avoir la présidence, donc je pense qu'on est tous d'accord. J'aimerais que l'on continue. Qu'est-ce que vous pensez d'un espace Schengen des apprentis ? Qu'est-ce que vous en penseriez, Alexandre? Puisque c'est déjà quelque chose que vous faites au niveau de votre université. Il est très difficile d'avoir des mobilités pour les étudiants. C'est le problème avec les apprentissages. Parce qu'il y a les étudiants, mais il y a aussi les entreprises et les organismes publics. N'oublions pas que ce sont les employeurs qui payent les salaires. Il est donc difficile pour des petites ou moyennes entreprises de permettre à leurs apprentis, à des étudiants, de partir à l'étranger pendant 5 ou 6 mois sans travailler dans leur entreprise. C'est difficile d'un point de vue financier. Donc, il faut aider ces entreprises. C'est en lien avec ce que l'on disait, avec les compétences. Nous avons déjà des problèmes au niveau universitaire pour valider les acquis, pour la reconnaissance des diplômes. On n'est pas forcé de valider les ECTS d'autres universités dans d'autres pays. Si on enseigne la comptabilité, en licence, quelles sont les compétences qu'il faut? Quelles sont les compétences en master pour la comptabilité? Il faut détailler ces compétences pour préparer un partenariat. Ça, c'est la première étape. D'abord, à l'échelle nationale, il faut pouvoir se comprendre pour créer une alliance. Quand on crée une alliance, on se découvre les uns les autres. Il faut également partager la même mission. Je travaille sur la gouvernance. Donc, d'abord, quelles sont nos missions? Quelle est notre vision pour ces formations? Est-ce que les étudiants vont devoir payer? En France, on a l'habitude de considérer une formation comme gratuite, mais pas pour tout le monde. Ou presque pour tout le monde, car les citoyens payent déjà des impôts. C'est quelque chose qu'il faut étudier. C'est quelque chose qui sera important dans la validation des compétences. Le mot-clé ici, validation des acquis. Andrea, vous avez été désigné comme étant le conseiller spécial.
So, Andreas, you have Il- 2 minutes il to parle convince allemand. Mrs. Donc, van der Leyen and to explain to her what she should Andrea, be doing. vous avez 2 minutes pour expliquer à Madame van der Leyen ce qu'elle doit faire. Ce n'est pas facile, merci pour ce défi. Évidemment, la solution à ce genre de problème, c'est peut-être un espace Schengen des apprentis. Je ne pense pas que ce sera la résolution aux tous les problèmes de l'Europe, mais ça pourrait l'être dans certains secteurs. Je pense que le problème, c'est que souvent il y a beaucoup d'idées, d'initiatives, qui vont dans le bon sens, mais parfois on a l'impression qu'il y en a trop, mais qu'elles n'aboutissent pas, qu'elles ne vont pas jusqu'au bout. Je pense que si on résumait tout ça, il faut rassembler nos forces et puis continuer, aller jusqu'au bout. Ne pas s'éparpiller, ne pas se dire que telle chose va résoudre un problème, telle autre un autre problème. Il faut continuer jusqu'au bout. Et je ne sais pas si ça convaincra Madame van der Leyen, mais j'ai essayé. Très rapidement, où est-ce que vous commenceriez? Où est-ce qu'elle devrait commencer? Parce que nous sommes tous d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse en premier? Eh bien, tout d'abord, c'est la validation des acquis qui pose problème. C'est le plus important. On a entendu beaucoup de choses aujourd'hui. On a tout le contexte, il y a la volonté politique, les financements. Donc, ça serait vraiment dommage de ne pas aller jusqu'au bout dans cette validation d'acquis. C'est là qu'est le problème. Il n'y a pas qu'une seule solution miracle, mais il existe des solutions que nous devons trouver. Merci, monsieur le conseiller. Même question pour vous. Je vous ai vu, je reviendrai. Je crois que nous avons un collègue espagnol dans le public qui souhaite intervenir. Et vous pourrez très bientôt. Je vous ai vu. Je travaille pour le gouvernement depuis 26 ans, donc je crois en les financements et en le pouvoir. Parce que beaucoup de bonnes choses peuvent être accomplies par la législation. Sans législation, ce n'est pas possible. Quand il y a de la législation, il suffit ensuite des financements. Pour la plupart des pays européens, Erasmus est le principal outil de mobilité courte. Et puis, il y a le pouvoir et l'argent. La méthodologie, les critères, les descriptions de comment garantir des acquis d'apprentissage, comment les valider. Cette méthodologie existe. Il existe des documents. Vous n'avez qu'à les lire. Il existe des manuels. Tout ce que vous voulez. Ce qui est puissant, c'est que Erasmus est un choix. Et c'est essentiel. Vous ne pouvez pas envoyer un jeune en France ou en Lettonie sans s'être mis d'accord avec l'institution d'envoi. Nous avons tout à disposition. Il n'en revient qu'à nous de le faire. Il ne reste plus qu'à le faire. Alexandre, même question. Imaginez, vous êtes le conseiller de Madame van der Leyen. Qu'est-ce que vous lui diriez de faire en premier? Pour ce qui est des universités européennes, il faut trouver des partenariats d'abord et se mettre d'accord sur une mission et sur des valeurs. Pour les compétences, il est difficile d'évaluer le niveau de connaissance. Il est plus difficile d'évaluer le niveau de compétences et de compétences professionnelles. Le principal problème, c'est l'évaluation de ces compétences. Est-ce que les compétences en France, en Espagne, en Irlande sont au même niveau?
Quelles sont les attentes des entreprises? Les attentes sont peut-être différentes selon les pays. Il faut donc y réfléchir avant d'envoyer des jeunes en mobilité. Je vais faire quelque chose que je ne devrais pas faire. Je pense que ici, c'est une question de confiance. Nous mesurons tous les choses de manière différente. Le monde change. Nous devons nous y adapter. Comme on dit en France, il faut pousser le monde vers le haut sans que le toit ne s'effondre. C'est un débat très intéressant et j'aimerais maintenant que le public participe. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? Comment est-ce qu'on peut faire évoluer ce système pour une mobilité des apprentis? Vous souhaitiez intervenir ou est-ce que je me trompe? Je vous donne le micro pour que l'on vous entende. Merci. Je m'appelle Erika Alvet-Chamon. Je suis parlementaire avec Jean Arthuis. Nous avons réussi, je l'ai aidé, dans un projet. J'étais coordinateur de l'emploi et je représentais Renew Europe. J'ai également écrit une directive. Je voulais réagir à quelque chose qui a été dit par nos deux intervenants. D'abord, on parle des travailleurs, pas des étudiants. Ensuite, les compétences professionnelles qu'ils obtiennent ne sont pas si difficiles à évaluer. On s'en rendra compte très vite. Et les employeurs sauront très vite dire si ce n'est pas utile pour eux. Et ce, dans diverses professions. Pour un ingénieur, ça prendra un peu plus longtemps, mais les employeurs finiront par s'en rendre compte, parce que la vie de l'entreprise dépend de ses compétences. Troisièmement, c'est peut-être là qu'est la différence entre moi et Jean Arthuis. Les entreprises ne sont pas philanthropes, elles ne sont pas là pour sauver le monde. Il est préférable pour nous tous et pour les entreprises, évidemment, ça leur coûte de l'argent. Quatrièmement, et ce sera mon dernier point, l'idée, c'est que les jeunes travailleurs puissent passer plus de 3 semaines pour apprendre, qu'ils puissent passer plus de 3 semaines à l'étranger, et ça coûte de l'argent aux entreprises. Mais le jeune doit ensuite revenir. Donc, l'apprenti doit revenir dans son entreprise d'origine, qui va pouvoir décider si l'apprenti a appris des choses à l'étranger. Et cela ne sera pas possible sans l'aide du MEDEF, des entreprises, et sans leur donner une compensation économique. Ce n'est pas possible sans ces conditions. On peut trouver des dizaines d'entreprises philanthropes, mais ce n'est pas la majorité. Mais ce n'est que mon opinion. Je viens de ce secteur. Si nous recevons de l'aide, que nous convainquons les entreprises que c'est bon pour elles, pour les jeunes, ça sera mieux. Je sais qu'il n'est pas d'accord, je le sais.
Nous parlons de travailleurs. Ne l'oublions pas, de leurs droits. Voilà ce que j'avais à dire. Je donne tout de suite la parole à Andreas parce que, d'après ce que j'ai compris, les syndicats font partie de tout ça. Notre organisation traite avec les partenaires sociaux. Elles nous soutiennent dans nos initiatives. Notre organisation au service du secteur automobile en France reçoit ce soutien. On parle d'une expérience très concrète. Vous avez peut-être été trop bref, c'est ma faute. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre modèle de travail, surtout après ce qu'on vient d'entendre, Andrea? Pour vous donner une idée, nous travaillons avec des centres de formation en France. Nous sommes une organisation professionnelle avec des partenaires sociaux et nous avons un réseau de centres de formation, notamment en Allemagne avec la Chambre des métiers en Allemagne. Donc on peut identifier clairement ce qui a été acquis pendant la mobilité et l'évaluer. On peut dire si la mobilité s'est très bien passée, si elle a été réussie. Et après ce projet de mobilité, on peut donc la valider parce que nous sommes une organisation professionnelle, mais aussi un centre de formation qui est certifiant. Donc on peut valider les résultats, les acquis d'apprentissage. Je suis d'accord. C'est plus facile pour nous de dire aux entreprises ce qu'elles peuvent faire et d'être là pour garantir la qualité. Je pense qu'ici, il y a un conflit entre deux aspects. L'Europe est divisée en deux parties. Un système d'éducation basé sur l'école, ou mixte. Dans ce cas, l'Allemagne, la France, l'Autriche, la Suisse, le Liechtenstein, comme vous l'avez dit, les gouvernements de ces pays n'ont pas besoin de s'impliquer parce que les gouvernements sont prêts à investir dans ces mobilités où les acteurs sont prêts à investir. La Commission européenne emploie déjà un très bon mot, la synergie des programmes Erasmus avec les fonds sociaux européens. Ce sont les gouvernements qui encouragent à mettre en place ces financements pour ces programmes ou ces cofinancements, coopérations, à avoir ces mécanismes lorsque les entreprises ne sont pas en mesure de s'en occuper. Ma collègue Laura m'a dit que les programmes Erasmus financent également les formateurs avec les apprentis. Ce ne sont pas forcément de grandes sommes, mais en tout cas, c'est le gouvernement qui s'occupe de cette internationalisation grâce à des financements. La synergie est là. Oui, j'ai encore une autre question. Alexandre Vernet vient d'une profession réglementée, donc j'ai une autre question. Il existe une validation de qualification.
obligatoire en Europe dans certaines professions. Par exemple, dans la médecine, il est obligatoire, quand un Allemand souhaite venir en France, il est obligatoire de valider son diplôme. Qu'est-ce que vous pensez des limites de ECVET à ce niveau? Si j'ai bien compris, vous parlez des professions réglementées. D'accord. Dans ce cas, il existe déjà toute une législation. C'est déjà quelque chose qui est unifié. Ici, justement, on ne parle pas de ces professions parce que ça serait facile. On parle des autres professions, du BTP, des métiers du bois. Et l'économie européenne dépend encore énormément de ces secteurs. Donc c'est là qu'il faut que l'on concentre nos efforts pour rendre l'Europe le plus compétitive. Oui, tout à fait. Sinon, pour ce qui est de recommander, on est plus ou moins sur la bonne voie. Merci beaucoup, Martine. J'ai une question pour Andreas. Vous avez insisté sur le fait que vous ne comptez pas sur des crédits, mais sur la reconnaissance des compétences. Donc j'aimerais savoir comment vous mesurez les compétences. Quels sont vos standards pour y parvenir? Bien évidemment, cela doit faire partie de la discussion préparatrice des projets. Je vais vous donner un exemple concret. Les partenaires ont utilisé une grille d'évaluation qui existait déjà et celle qu'on utilisait en France correspondait tout à fait aux attentes des Allemands. Il a fallu mettre un peu l'accent sur des mesures de sécurité, etc. Mais tout fait partie d'un accord entre les partenaires. Si vous discutez, dialoguez, les professionnels s'entendent, se comprennent, et on comprend de quelles compétences on parle. Merci. Je pourrais ajouter un élément. La nouveauté dans le système européen est d'avoir un système d'unité capitalisable. Et celle-ci ferait partie de la qualification. Et des points, ce serait plus simple, effectivement, mais en tout cas, les termes sont très importants. Donc, qu'est-ce que l'apprenti doit apprendre, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit connaître, ce qu'il doit gérer, ce qu'il doit comprendre. Donc, il y a beaucoup de mots, finalement, et c'est pourquoi cette démarche bilatérale de la validation des acquis d'apprentissage peut s'avérer difficile. Parce que vous dépendez de vos compétences en anglais et des compétences en anglais de votre partenaire pour valider des acquis d'apprentissage. Je crois qu'entre la France et l'Allemagne, je suis sûre qu'il y a eu une autre langue impliquée. Et si vous trouvez un terrain d'entente, en tout cas, je crois que ça peut se faire. En Allemagne, on a entendu d'ailleurs un témoignage ici qui dit que parfois les apprentis ont peur de ne pas parler la langue lorsqu'ils partent en mobilité. Mais je peux vous dire que les apprenants se comprennent, qu'ils parlent la langue ou non. Ils parlaient anglais, français, ce qu'ils avaient sous la main. Autre question du public. Ensuite, nous passerons au panel suivant. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Petite information, je ne sais pas si c'est vrai, mais lorsque les migrants arrivent en Allemagne et qu'ils ont des connaissances dans l'industrie automobile, par exemple, on ne leur demande pas de montrer des diplômes parce que généralement, ils ne les ont pas sur eux.
Mais on leur donne un véhicule et on leur demande de le réparer. Et cette femme ou cet homme est capable et est ensuite autorisé à travailler. Donc une démarche totalement différente des autres États membres européens. Est-ce que c'est correct, Andreas, ou est-ce que c'est une fausse information? Je ne suis pas tout à fait sûre de la mesure dans laquelle cela est vrai, mais il y a certainement du vrai là-dedans. Vous travaillez à un niveau universitaire et je crois que c'est important de voir que l'apprentissage peut être utile pour les universités également, Alexandre. Donc, quelles sont les solutions principales à trouver au niveau universitaire? Je crois qu'il nous faut développer les partenariats dans tous les domaines de compétences, de formation. Certains programmes s'orientent vers la professionnalisation, pour d'autres, ce n'est pas le cas. Donc là, les partenariats seront plutôt difficiles à établir. Donc il faut établir l'apprentissage en France pour ensuite développer l'apprentissage à l'étranger. La réflexion sur le coût de la formation est clé. Il nous faut changer le coût de l'investissement. Cela serait un investissement pour les entreprises également. Les entreprises ne sont pas philanthropes. Elles attendent un retour sur investissement. Donc, il faut gérer ces différentes velléités. Donc, il faut voir comment les masters peuvent s'ouvrir à l'apprentissage au niveau universitaire. Il doit y avoir un réel échange entre les équipes universitaires et l'entreprise en question. Donc, il faut vraiment penser à cet investissement. Quelqu'un a parlé de gouvernance, Monsieur Bignot, je crois. Beaucoup d'entre vous ont mentionné la gouvernance. Une fois encore, je ne suis pas certaine. Mais il y a un problème de gouvernance. Donc, qui est responsable? Comment remédier à cela? Comment avancer? Erasmus et Bologne sont nés de la base. Donc, que nous faut-il dans notre monde? Je vais appeler ça Bologne. Comment arriver à cette reconnaissance? De quel leadership, de quelle gouvernance avons-nous besoin pour arriver à une approche qui part de la base? Une question pour vous trois. Je crois que le point principal pour une alliance européenne et pour mettre en œuvre une bonne gouvernance est le suivant. Nous ne savons pas s'il doit y avoir un accord de gouvernance, un statut légal, une entité légale. Pour l'entité légale, je sais que les organisations consomment des ressources financières, humaines. Donc je veux que ces fonds arrivent jusqu'aux étudiants, aux apprentis. Donc il nous faut trouver la bonne gouvernance. Charm EU est un accord entre les 5 universités dont je vous parlais. Et nous pensons que cela pourrait durer pendant 5 ans pour le moment, mais nous sommes en train de réfléchir à un statut légal. La Commission européenne est en train d'y réfléchir également. Et peut-être que dans quelques années, nous aurons un statut juridique pour une université européenne. Une université européenne ne répond pas à toutes les problématiques de la mobilité des apprentis, mais effectivement, cela existe. Il y a également la question de la durabilité. C'était très clair d'ailleurs dans votre présentation. Vous avez besoin de davantage de fonds. Oui, nous avons bien compris ce point. J'ai un exemple drastique, une expérience dont on m'a parlé.
il y a 7 ans, Mme Merkel est allée dans 6 différents pays européens et elle a rencontré différents ministres et présidents, etc. Et lors d'une séance sur l'éducation et la formation professionnelle et académique, elle s'est retournée vers un ministre et a dit « Est-ce que ça vous dérangerait d'avoir un système à de deux poids, deux mesures ?» Imaginez la réponse du ministre. Oui, bien sûr. Mme Merkel est partie. Le Premier ministre l'a dit, et je le sais parce que je travaillais pour le ministère. Oui, nous devons changer notre façon d'entrevoir le système ECVTS. Donc, parfois, il y a différentes situations où on ne peut pas partir de la base. J'ai vu la réforme de l'enseignement et de la formation professionnelle dans mon pays et lorsque j'ai commencé cette réforme en 1995 avec des fonds de la Commission européenne, alors que nous n'étions pas encore un État membre, on nous a donné des fonds et c'est ainsi que nous avons pu lancer la modernisation de notre système. Maintenant, lorsqu'il y a une concurrence entre les différents pays européens en matière de compétences, nous pouvons être concurrents également. Donc, à un haut niveau gouvernemental, certains pays seraient d'accord pour dire que ça peut fonctionner dès la base. Mais dans nos écoles de formation professionnelle, il y a de très bons exemples de coopération internationale. Il y a une réelle culture. Donc la pression est venue bien évidemment d'en haut, mais ce processus de coopération plaît. Et en ce qui concerne la mobilité longue, j'ai été soutenue par mon ministre et nous avions parlé de la mobilité dans le cadre du programme Erasmus et sur 28 États membres à l'époque, 17 se sont exprimés contre. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Entre pays, on peut être d'accord et puis soudain ne plus l'être. Andreas, vous vouliez ajouter quelque chose? En termes de gouvernance, effectivement, il y a différents niveaux en Europe, entre les pays, mais parfois à l'intérieur d'un même pays en termes de formation et d'enseignement professionnel. Mais je crois que l'UE a tout à voir avec l'unité et la diversité. Donc on peut être d'accord sur des normes éducationnelles sans pour autant oublier son autorité. Mais il faut être d'accord sur une procédure systématique en tout cas. J'ai donné un exemple à Jean. Nous avions eu un problème entre les ministres de l'Intérieur et ministres de la Justice. Et au niveau des chefs d'État et de gouvernement, ils ont décidé qu'aucun des ministres de la Justice et de l'Intérieur ne gérerait cette question. Nous avons entendu parler d'ailleurs de M. Macron ce matin. Je crois que c'est l'un des messages qu'il faut faire passer aujourd'hui. Il nous reste 7 minutes, je crois. Y a-t-il d'autres questions? Non? Eh bien, je vais vous demander à tous, toutes, de nous dire ce qui vous reste sur le cœur. Avez-vous des choses dont vous aimeriez nous faire part? Et à quoi aimeriez-vous que cette question ressemble dans 2 ans? Laure est en charge de l'agence Erasmus+ France.
Donc, l'idée, si vous aviez une baguette magique, où aimeriez-vous vous trouver dans 2 ans et quelles seraient les problématiques à résoudre dans 2 ans? Une question facile, mais difficile à la fois, je dirais. Dans 2 ans, j'aimerais qu'il y ait plus de reconnaissance systématique de la mobilité et davantage de mobilité longue. Peut-être que je ne l'ai pas dit, mais j'aimerais qu'il y ait également une démarche qui parte de la base. De plus, nous avons besoin du soutien de tous les acteurs pour avoir cette démarche depuis la base pour améliorer les choses. La mobilité pour les apprentis. Dans cet intitulé, il y a 2 termes, la mobilité et les apprentis. Donc il faut développer la mobilité, mais également l'apprentissage. Si nous développons l'apprentissage en France aux côtés des entreprises, eh bien, on pourra le faire également à l'étranger pour les étudiants et les apprentis. Donc dans 2 ans, lorsqu'on pense à ce master, on aimerait qu'il soit ouvert à l'apprentissage, mais il nous faut travailler main dans la main avec les entreprises, avec les dirigeants de ces entreprises, pour voir quelles sont leurs attentes, afin que le master réponde à ces attentes. Je pense que l'internationalisation des compétences des prochains employés de notre marché du travail a une réelle valeur ajoutée. Lorsque vous apprenez, vous travaillez dans votre pays, eh bien, il y a certaines limites. Alors que quand vous allez à l'étranger, que vous êtes très motivé et que vous partez en mobilité de façon structurée ou que vous faites un stage à l'étranger de façon structurée, eh bien, vous allez apprendre beaucoup de choses. Ce sera une expérience clé. Vous allez obtenir des compétences dans ce pays partenaire. Et cela nous aidera tous à travers l'Europe. Grâce à ces centres d'excellence et ces nouvelles compétences, l'Europe deviendra meilleure. Et je pense que dans 2 ans, j'espère que nous aurons levé la plupart des barrières institutionnelles et juridiques. Paola, si vous voulez ajouter quelque chose. Merci à nos 3 intervenants.